On n'est jamais sûr de rien en matière de fiscalité de l'épargne, tant les règles évoluent et les annonces se contredisent. Alors comment réagissent les épargnants face à cette instabilité? Eh bien pour en parler, j'ai invité Philippe Crevel, secrétaire général du Cercle des épargnants. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Alors première question, face à cette instabilité que j'évoquais, est-ce que vous sentez un découragement chez les épargnants? Est-ce qu'ils se détournent finalement des produits d'épargne? Il ne faut pas exagérer. Les épargnants français sont fidèles à leur épargne. Et le français est plus fourmi que cigale. La preuve, le taux d'épargne en France, c'est à peu près 16% du revenu disponible brut. Et on est avec les Allemands, les épargnants les plus importants d'Europe. Mais c'est vrai que les changements fiscaux successifs modifient les comportements des épargnants et pourraient donc à terme avoir des incidences en matière d'allocation de l'épargne. Et puis, c'est vrai que les épargnants français ont eu le sentiment d'être un petit peu tondus fortement ces dernières années et que le sentiment d'exaspération fiscale qui existe dans d'autres catégories de Français les concerne également. Mais alors quelle est leur réaction? Ils changent leur placement? On le voit ça au quotidien? Pour le moment, c'est avant tout l'attentisme qui prédomine. On ne retire pas son argent et on ne met pas sous le matelas. D'ailleurs, ce serait favoriser des voleurs impéniteux. Mais c'est avant tout un comportement d'attentisme avec, on va voir ce que ça va faire. On met son argent sur ses comptes courants. On le met un peu moins sur le livret A. On le met un peu moins sur l'assurance vie, même si en 2013, la collecte est redevenue positive. Et on attend de voir ce que le gouvernement va faire en matière de fiscalité et ce que les marchés vont permettre en matière de rendement. On va revenir à l'assurance vie et au livret A, mais avant, une petite question. Quels sont les placements les plus intéressants aujourd'hui? Parce que justement, ils seraient à l'abri de cette instabilité fiscale. Malheureusement, avec le gouvernement, quel qu'il soit, rien n'est garanti. Donc la logique, c'est diversifier. Il n'y a pas de placement miracle. Il n'y a pas le placement qui permet d'être à l'abri de tout. Si, à la limite, le livret A, je pourrais vous dire. Car on n'imagine pas un gouvernement toucher complètement la fiscalité du livret A, bien que certains aient eu l'idée de modifier les prélèvements sociaux. Mais bon, ça rapporte 1,25%, pas terrible. Sinon, il faut diversifier, il faut jouer les différents placements, assurance vie, PEA, et pourquoi pas un peu la pierre, même si aujourd'hui la pierre est un peu moins attractive que dans les dernières années. Le gouvernement réforme actuellement l'assurance vie avec un nouveau contrat baptisé Eurocroissance. Que faut-il penser de ce contrat Eurocroissance? Déjà, il faut se réjouir de son accouchement. Ça fait 9 mois qu'on attendait le contrat Eurocroissance. Ce contrat est issu du rapport Karine Berger-Dominique Lefebvre, dont l'objectif était de réorienter l'épargne vers des placements productifs, vers les entreprises. C'est une bonne nouvelle. Deuxième point intéressant de ce contrat Eurocroissance, c'est donner un peu plus de rendement à l'épargnant qui subit depuis maintenant 4 à 5 ans la baisse du taux des obligations d'État et de ce fait la baisse du rendement du fonds euro de l'assurance vie. Là, avec une ouverture sur les entreprises, on peut espérer un peu de rendement supplémentaire. Évidemment, il y a une conséquence. C'est que la garantie de capital immédiate qu'offre le fonds euro de l'assurance vie sera une garantie de capital à terme, c'est-à-dire au bout de 8 ans. Et c'est un peu la contrepartie. Et il va falloir que les épargnants acceptent de perdre cette garantie immédiate, un peu comme le livret A, on verse 100 euros, on le récupère tout de suite, pour avoir un peu plus de rendement. Et c'est un peu le défi des assureurs et du gouvernement de dire ce produit est intéressant à la fois pour vous et pour l'économie et il faut que vous acceptiez un peu plus de rigidité. Vous pensez que le gouvernement peut gagner son pari et que cette épargne soit effectivement fléchée mieux vers l'entreprise avec ce type de contrat? L'épargnant français est un conservateur qui ne s'ignore pas. Et de ce fait, il ne va pas du jour au lendemain transférer ces 1400 milliards d'euros d'assurance vie sur le fonds Eurocroissance. Il va falloir du temps. Le gouvernement espère aux alentours de 50 milliards d'euros d'ici 4 à 5 ans. C'est un objectif déjà assez ambitieux. Il faut que cela s'inscrive dans le temps et il faut surtout que le rendement soit intéressant. Si on offre sur un fonds Eurocroissance 0,1, 0,2% de plus qu'un contrat classique fonds euro qui aujourd'hui est rémunéré à 2,8, je crains que cela ne fonctionne pas. Si on offre du 4,5%, déjà ce sera mieux. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps. En revanche, s'il y a du rendement, si le produit est bien vendu à la fois fiscalement, et pour ça le gouvernement a prévu l'antériorité fiscale,
Ça veut dire qu'on peut transférer son ancien contrat sur ce nouveau contrat en gardant donc l'ancienneté fiscale de son ancien contrat. Donc ça, c'est un plus. Et il faut que les assureurs fassent du rendement pour justement permettre donc aux épargnants de s'y retrouver. J'en reviens au livret A. Vous souligniez tout à l'heure qu'il reste un produit phare de l'épargne des Français, mais cependant, on a assisté à la première décollecte en 2 ans du livret A. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que c'est dû à la baisse des taux au mois d'août? Il y a 2 raisons. Il y a, comme vous le dites, la baisse des taux. Au mois d'août, on est passé à 1,25%. Il y avait déjà eu une baisse au mois de février où on était passé donc de 2,25 à 1,75. Donc globalement, on est sur un processus de baisse en relation avec la diminution de la hausse des prix. Et c'est vrai qu'à 1,25, le Français se dit entre le compte courant et le livret A, bon ben c'est pas terrible, je vais peut-être laisser sur le compte courant. Et puis il y a une deuxième raison. C'est évidemment les dépenses du mois de septembre, l'augmentation des impôts avec la stagnation des salaires. Le pouvoir d'achat des Français a baissé de 0,9 points en 2012 et on sait que c'est toujours au moment de la rentrée du mois de septembre, on doit faire donc à ce moment-là face à des dépenses importantes. Donc les Français ont moins mis de l'argent, voire ont retiré de l'épargne sur leur livret A pour financer les dépenses courantes et leurs impôts. La consommation et les impôts. Dernière question, Philippe Crevel. À quoi ressemblerait selon vous une fiscalité efficace de l'épargne qui concilierait tous les intérêts? Parce que finalement, avec les produits, avec les mesures gouvernementales, on cherche à courir plusieurs lèvres. En même temps, on cherche à financer l'entreprise, le social. Est-ce qu'il ne faut pas laisser certains objectifs de côté? À quoi ressemblerait cette fiscalité qui serait favorable aux épargnants et aux autres? Vous avez complètement raison. Le pointillisme fiscal est en général inefficace. Quand à un outil, on lui adjoint plusieurs objectifs, il n'en respecte aucun, il n'en atteint aucun. Et là, c'est vrai qu'en demandant à l'assurance vie de financer le logement social, de financer l'économie solidaire, de financer les entreprises, l'État, on risque d'atteindre aucun des objectifs fixés. Donc c'est vrai que la simplification serait, en la matière, une règle à respecter. En matière de fiscalité, ça vaut pour le travail comme pour l'épargne. Il vaut mieux une assiette large et des taux relativement simples, avec le moins de dérogations possible. C'est vrai qu'il y a du travail à faire en matière à la fois d'impôt sur le revenu et en matière de patrimoine. Donc c'est vrai qu'une fiscalité idéale, ce serait évidemment des taux plus faibles, le plus neutre possible, et c'est vrai que le gouvernement, aujourd'hui, en coupant l'épargne en tranches fines, d'un côté le PEA, d'un côté l'assurance vie, d'un côté donc l'épargne salariale, c'est vrai que l'épargnant est un peu perdu et qu'il risque de rester chez lui, ce qui sera contre-productif pour tout le monde de l'épargne, les épargnants et l'économie française. Un épargnant perdu mais qui reste attaché à son épargne, c'est une caractéristique française. Philippe Crevel, merci d'être venu sur le plateau de Xerfi Canal apporter votre éclairage. Merci. Merci à vous.